Poutine avait préparé une terrible folie de Mars pour la guerre en Ukraine. Une offensive devait permettre à la Russie de prendre plus de territoire dans le Donetsk et d'avancer plus au sud de l'Ukraine. Mais le plan russe pour vaincre en Ukraine a échoué. L'Ukraine a changé ce plan, en une défaite qui pourrait mettre fin à la guerre, confrontant Vladimir Poutine à l'humiliation d'une offensive de Mars, censée tout gagner, mais finalement un échec massif jamais vraiment lancé. Le 16 mars, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a prononcé une nouvelle allocution du soir à son peuple. Cette allocution contenait de bonnes nouvelles. Selon Zelensky, les efforts et les contre-attaques ukrainiens pendant les 2 premiers mois et demi de 2026 ont été si efficaces qu'ils ont anéanti tout espoir russe de lancer l'offensive qu'ils avaient prévue pour le printemps. Nous expliquerons bientôt les objectifs de la Russie avec cette offensive et la réponse de l'Ukraine. Zelensky a déclaré que, malgré les attaques et assauts constants, leur intensité et l'ampleur de la confrontation ne correspondent pas aux attentes des Russes, ni à ce que leur commandant avait promis à la direction politique russe. 2 points essentiels à retenir ici sont qu'une offensive au point mort ne signifie pas l'absence d'offensive, car la Russie tente toujours d'attaquer, et que les forces de Poutine n'ont une fois de plus pas réussi à atteindre les objectifs fixés par le Kremlin. Poutine est furieux, et sera écumant, en voyant l'efficacité de la stratégie ukrainienne d'étouffement de l'offensive de printemps, qui a forcé la Russie à recourir aux tactiques d'infiltration qu'elle utilisait tout au long de 2025. Zelensky avait déjà déclaré cela la veille de son discours du 16 mars, s'adressant aux journalistes en Ukraine. Selon le Kiev Post, le président ukrainien a déclaré que la Russie a échoué à progresser avec ses blindés, poussant Poutine à envoyer de nouveaux petits groupes d'infiltration en Ukraine. En plus du fait que la Russie se replie sur les types d'assauts frontaux, qui lui ont déjà coûté plus de 1,28 million de pertes depuis le début de l'invasion. La campagne de printemps, telle qu'elle avait été prévue, s'est noyée ce printemps pour les Russes. Ils n'ont pas pu avancer, a déclaré Zelensky aux journalistes avant d'ajouter « Ils mènent des actions offensives, mais elles sont toutes identiques. Ils ne peuvent percer nulle part. Nous détruisons leur équipement. » Rien ne s'est passé comme prévu pour la Russie. Le matériel brûlé devait servir à une percée. Les soldats et infiltrés mourant en masse face à la défense ukrainienne par drone devaient être la force vive d'une offensive de printemps, censée tout changer pour Poutine. La Russie allait être forte, l'Ukraine serait faible, et à la fin du printemps, la Russie aurait tout ce dont elle avait besoin en Ukraine pour obtenir l'accord de paix maximaliste que Poutine réclame depuis le début des discussions de paix. La brillante contre-stratégie de l'Ukraine a causé ces dégâts, mais restez avec nous pour savoir pourquoi. Avant d'expliquer l'action de l'Ukraine, voyons d'abord les intentions de la Russie au printemps. Et cela allait être massif. Des rumeurs concernant l'offensive russe, qui devait commencer à partir de mars, ont commencé à émerger début février, et des rapports ont révélé que la Russie avait l'intention de consacrer 100 000 soldats à une offensive dans le sud-est de l'Ukraine. Les troupes russes stationnées devaient préparer le terrain au printemps. Puis 100 000 soldats perçaient les défenses ukrainiennes et occupaient de larges territoires en été. Du moins, c'était l'idée de base. À la mi-mars, plusieurs scénarios étaient évoqués pour les offensives de printemps et d'été attendues. Dans le sud, la Russie avait l'intention de progresser le long du front de Zaporijia, peut-être en forçant l'Ukraine à y consacrer des troupes qui auraient autrement été utilisées pour défendre contre l'avancée russe dans le Donetsk. Et en parlant du Donetsk, cette poussée sur Zaporijia devait être accompagnée d'une avancée vers l'est, le long de l'axe Sloviansk-Kramatorsk, ce qui permettrait aux forces de Poutine de se positionner pour lancer des assauts sur ces villes et, par extension, sur la ceinture de forteresse du Donetsk. Cela doit tomber si la Russie veut enfin prendre le Donbass convoité par Poutine depuis des années. Toutes ces offensives, qui étaient probablement prévues pour la fin du printemps et l'été, devaient être soutenues par les troupes russes, établissant une zone tampon grâce à une poussée dans l'oblast de Dnipropetrovsk. Cela aurait permis à la Russie de créer sa zone tampon quelque part sur l'axe Oleksandrivsk, qui sert en quelque sorte de jonction entre Dnipropetrovsk et Zaporijia. Grâce à cette zone tampon, la Russie aurait pu bloquer tout soutien ukrainien vers Zaporijia et potentiellement Donetsk via Dnipropetrovsk, assurant que ses offensives principales ne soient pas entravées par des attaques ukrainiennes sur plusieurs fronts. C'est un plan plutôt correct pour la Russie. Il se trouve simplement qu'il néglige le fait que l'Ukraine n'allait jamais rester passive et laisser la Russie exécuter sa manœuvre. Le plan ne tenait pas non plus compte d'un événement survenu début février, qui a tout bouleversé pour les stratèges militaires du Kremlin. Une liste blanche a été créée, et Elon Musk, avec SpaceX, a actionné un interrupteur. En un instant,
les forces russes au Koweïti ont perdu l'accès à Starlink, qu'elles utilisaient grâce à des terminaux illicites qu'elles n'auraient jamais dû posséder en premier lieu. La perte de Starlink a provoqué une panne totale des communications sur le front russe, touchant surtout la région de Dnipropetrovsk, où les infiltrés russes tentèrent de garder le contrôle sur les zones grises entre l'Ukraine occupée et le territoire sous contrôle ukrainien. La coupure de Starlink a été le déclencheur. L'Ukraine a contre-attaqué, ruinant en un mois les plans russes pour l'offensive de printemps. La contre-attaque, rapide et impitoyable, a conquis de vastes territoires, pourtant cruciaux pour l'offensive de printemps de la Russie. L'Ukraine a repoussé l'ennemi, reprenant des villages dans les régions de Zaporijia et de Dnipropetrovsk au fur et à mesure de son avancée. À plusieurs reprises, les troupes russes ont cédé face aux contre-attaques rapides, tandis que les groupes d'infiltration affaiblis de Poutine se dispersaient en tentant de se défendre contre un ennemi qu'ils n'avaient pas vu venir, tout en n'ayant aucun contact avec ceux qui pouvaient les soutenir. Imaginez Internet comme un champ de bataille, rempli d'unités ennemies cherchant la moindre faiblesse pour s'introduire dans votre quartier général. Dans ce quartier général, vous possédez des informations secrètes et confidentielles à protéger absolument. Imaginez pouvoir brouiller toutes les pistes menant à celui-ci et le rendre invisible. Vous le feriez, non ? Nous aimerions remercier notre sponsor Surfshark, dont le VPN garde vos informations en ligne privée et protégée contre les hackers et les acteurs malveillants. Lorsque vous naviguez sur un réseau public, il est très facile d'accéder directement à vos informations, comme les numéros de carte de crédit, les données confidentielles ou les informations personnelles. Surfshark VPN empêche cela de se produire et protège, ainsi que chiffre vos données personnelles en ligne. En plus de sécuriser votre navigation, Surfshark VPN permet d'accéder à des sites et services de streaming autrement bloqués par des restrictions géographiques. Et vous n'avez besoin d'installer qu'un seul abonnement sur tous vos appareils, sans aucune limite, pour commencer à naviguer en toute sécurité dès aujourd'hui. Allez sur Surfshark, /discount et bénéficiez d'une garantie de 30 jours sans risque ou utilisez le code discount lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN. Mars. L'Ukraine avait libéré 400 km², soit 154 miles² de son territoire occupé par la Russie lors d'une contre-attaque, la plus importante qu'elle ait menée à bien depuis sa contre-offensive de 2023. L'Ukraine n'avait pas regagné autant de territoire depuis sa contre-invasion humiliante de l'oblast de Koursk en Russie, qui avait coûté à Poutine plus de 63 000 soldats dont un important contingent nord-coréen venu défendre le territoire. La contre-attaque ukrainienne de 2026 a été tout aussi humiliante pour Poutine. Ce n'est pas la seule chose à laquelle les forces russes ont échoué à s'adapter, l'Ukraine ayant bouleversé les plans russes pour le printemps. La contre-attaque ukrainienne a franchi la zone tampon russe et annulé la majorité des avancées de Poutine près de Dnipropetrovsk cet hiver, tout en frappant la Russie à l'arrière. N'ayez pas l'esprit mal tourné. Ce que nous entendons par là, c'est que l'Ukraine a commencé à utiliser des drones de moyenne portée pour intensifier les frappes sur les nœuds militaires russes dans les territoires occupés, affaiblissant encore les centres de commandement déjà touchés par la coupure de Starlink. Ces frappes ciblent généralement des objectifs situés entre 20 et 120 km, soit 12 à 75 miles derrière les lignes de combat. L'Ukraine avait déjà eu des difficultés à éliminer ces cibles. Les drones FPV, actifs dans les zones de destruction près de leurs positions fortifiées, manquent de portée. Les drones longue portée pourraient viser ces cibles à moyenne distance, mais cela forcerait l'Ukraine à détourner des ressources de sa stratégie de frappe en profondeur, efficace contre les infrastructures pétrolières et sites militaires en Russie. Grâce à ces drones de moyenne portée, l'Ukraine peut désormais semer le chaos derrière les lignes ennemies. D'autres suivront. La veille des déclarations de Volodymyr Zelensky sur l'échec de l'offensive russe, l'entreprise ukrainienne U-Force a présenté son drone, Boucher. Coûtant seulement entre 10 000 et 12 000 $ par unité, ce drone peut parcourir environ 200 km, soit 124 miles, et livrer une ogive pesant 5,5 kg, soit 12,1 livres sur une cible. Ce n'est peut-être pas la plus grosse ogive, mais elle suffit à perturber les troupes, éliminer des postes de commandement, et détruire des sites de drones dans les territoires occupés. Et c'est tout l'intérêt. Tandis que l'Ukraine avançait sur le front, elle frappait la Russie à l'arrière, éliminant le soutien crucial dont les forces de Poutine avaient besoin pour l'unique axe sur lequel reposait l'offensive du printemps et de l'été. Tout cela a conduit à ce que nous voyons actuellement dans la guerre,
Et rien de tout cela n'était prévu par Poutine. Nous verrons cela bientôt, et expliquerons aussi le but profond de l'Ukraine en contrant les plans russes du printemps et de l'été. C'est justement le type de sujet traité dans The Military Show. Nous offrons une vue d'ensemble, pas seulement les titres. Abonnez-vous pour profiter de ces analyses et garder une longueur d'avance. Une contre-attaque n'aurait guère de sens pour l'Ukraine sans de fortes répercussions sur les mouvements des troupes russes. Nous avons déjà vu la riposte, mais bien plus arrive encore pour affaiblir une offensive russe censée avoir déjà débuté. L'avancée ukrainienne dans le Dnipropetrovsk continue. L'Institut pour l'étude de la guerre, ISW, l'a clairement précisé dans son évaluation du 16 mars en soulignant que les contre-attaques constantes de l'Ukraine limitent les opérations offensives russes en direction d'Olexandrivka et sont devenues si intenses qu'elles pourraient bientôt progresser suffisamment pour menacer ce que Poutine essaie de faire dans la direction de Huliapola. L'Ukraine a également commencé à lancer des contre-attaques au nord-ouest de Huliapol, ayant atteint la périphérie des localités de Irka Staroukhaïnka, en plus de déployer des forces d'assaut vers Savaya Topotrivka. En d'autres termes, la contre-offensive ne s'est pas arrêtée. Les propos de Zelensky sur l'arrêt de l'offensive de printemps n'impliquent pas que les Ukrainiens se reposent sur leur laurier, et il semble que l'Ukraine cherche à encercler lentement Huliapola, peut-être pour libérer cette ville. Quant à la Russie, elle a été ralentie à des gains aussi faibles que 1,2 km, soit 0,74 miles par semaine, sur l'axe de Huliapola, selon l'ISW. Gardez à l'esprit que la Russie perd environ 900 à 1000 soldats par jour. Donc ce type d'avancée dérisoire se produit à un moment où la Russie perd environ 7000 soldats par semaine. Une offensive ne devrait pas se dérouler ainsi. Et l'ampleur de ces pertes cause encore plus de problèmes à Poutine. Plus précisément, les réserves que Poutine avait rassemblées pour soutenir l'offensive du printemps et de l'été sont en train d'être épuisées dans les tentatives de la Russie de répondre à tout ce que fait l'Ukraine. La Russie a déployé des éléments de sa 55e division d'infanterie de marine et de sa 40e brigade d'infanterie de marine depuis Dobropilia, vers Huliupol. Des éléments de cette dernière brigade, ainsi que de la 120e division d'infanterie de marine sont également envoyés à Olexandrivka pour renforcer les défenses vacillantes de la Russie là-bas, étant à nouveau retirés de Dobropilia. Un blogueur militaire russe a également affirmé que la Russie a aussi déployé son 656e régiment de fusiliers motorisés dans la direction de Huliapola. C'est notable, rapporte Euromaidan Press, car ce régiment n'a pas été actif depuis août 2025. La Russie voulait le garder en réserve, mais les contre-attaques ukrainiennes ont forcé la main du Kremlin. Poutine doit engager des soldats, qu'il n'avait pas prévu d'engager avant l'offensive du printemps. Il les engage aussi dans des actions défensives plutôt qu'offensives. Et pire encore, pour Poutine, ses réserves continuent de perdre. Nous ne sommes même pas sûrs que Poutine sache encore ce qu'est une offensive à ce stade. Ce plan ne devait pas conduire la Russie à perdre de vastes territoires, échouer dans ses attaques, épuiser ses réserves et utiliser des tactiques d'infiltration, au lieu de préparer le terrain pour des assauts mécanisés avec des blindés. Les 2 derniers mois ont été désastreux pour la Russie, mais ils apportent à l'Ukraine un avantage plus profond que les victoires militaires et l'échec du plan russe observé jusqu'ici. Zelensky a révélé cela en évoquant l'échec des plans russes du printemps. C'est important car notre force au front reflète celle de toutes les positions ukrainiennes, de notre communication, de notre diplomatie et de la capacité du monde à nous soutenir, quels que soient les défis, a déclaré le président ukrainien. La phrase clé ici est « notre communication avec le monde ». Volodymyr Zelensky souligne qu'au-delà de l'échec des plans russes et de la libération de territoires, il est crucial de contrer le récit russe affirmant que l'Ukraine va perdre après 4 ans de guerre. Vladimir Poutine a intensifié ce récit, surtout avant les négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine. C'est la guerre cognitive en action. Un geste délibéré de Vladimir Poutine, soutenu par des gains russes exagérés en Ukraine, pour donner l'impression que la Russie est une force invincible à laquelle l'Ukraine ne peut pas résister. Aussi surprenant que cela paraisse après 4 ans de combat, certains peuvent encore croire aux faux récits diffusés par Vladimir Poutine. Le président américain Donald Trump a alterné son soutien entre l'Ukraine et la Russie pendant les pourparlers de paix, affirmant à un moment que la Russie détenait tous les atouts dans la guerre en Ukraine. Ce genre de déclaration aurait été de la musique aux oreilles de Vladimir Poutine, car cela lui permettait d'étoffer son récit. Ignorez les 1,28 millions de pertes russes. La Russie a toujours plus de personnes, d'équipements et de forces. Vladimir Poutine affirme que les objectifs de la prétendue opération militaire spéciale seront inévitablement atteints. Quand il convainc les gens que son message est vrai, la Russie gagne un avantage lors des discussions de paix, où elle demande constamment à l'Ukraine de céder le Donbass. Comment discréditer ce récit ?
Il faut stopper l'offensive de printemps de la Russie avant qu'elle ne débute. C'est ce que l'Ukraine a fait pendant la première partie de 2026. Même si Trump et les États-Unis poursuivent leurs efforts pour la paix, avec la dernière des nombreuses échéances exigées par Trump désormais fixée à juin 2026, l'Ukraine peut désormais mettre en avant les territoires repris. Le fiasco de l'offensive de printemps russe offre une version bien différente de celle de Poutine. Comment une armée en déroute lance-t-elle sa plus grande contre-attaque en plus de 2 ans? Comment les plans russes échouent-ils alors que l'Ukraine est si faible? L'Ukraine pousse quiconque écoute la rhétorique de Poutine à se poser ces questions, ce qui est très important. Cela pourrait empêcher l'Ukraine de céder du territoire dans un accord de paix récompensant Poutine pour son agression et les erreurs militaires constantes de la Russie. Nous ne pouvons pas ignorer le moment où cela s'est produit. Une grande partie de la libération du territoire par l'Ukraine a eu lieu au moment où de nouveaux pourparlers de paix commençaient entre l'Ukraine et la Russie. Ces pourparlers n'ont rien donné. La Russie, fidèle à ses exigences maximalistes, ne cédera pas, même si le récit de Poutine s'effondre. Le choix du moment des contre-attaques ukrainiennes a presque rendu symbolique les plus de 400 km² libérés. Bien sûr, cette stratégie a servi un objectif très pratique, aider l'Ukraine à transformer l'offensive russe de mars en un échec cuisant. Mais le message envoyé est simple. Voilà ce que l'Ukraine peut accomplir seule. Imaginez ce qu'elle ferait avec plus de soutien de partenaires convaincus de sa victoire sur la Russie. Zelensky n'a pas été subtil pour transmettre ce message. Dans ce discours, il a révélé l'échec de l'offensive russe et souligné l'importance du soutien financier et de nouvelles sanctions contre la Russie pour aider l'Ukraine à se défendre et affaiblir l'armée russe. C'est exactement pourquoi les sanctions contre la Russie sont importantes, les programmes de soutien sont importants, et les décisions européennes, y compris les 90 milliards d'euros de soutien qui ont déjà été adoptés, doivent fonctionner. L'Europe doit tenir ses engagements pour que, malgré la situation diplomatique ou les défis mondiaux, nos régions soient prêtes pour l'hiver prochain, exactement comme l'hiver dernier nous l'a appris, a déclaré Zelensky. L'Ukraine ne fait pas que contrer les plans de la Russie pour le printemps et l'été. Elle a en tête la fin de 2026 et un autre hiver rigoureux. Le message selon lequel l'Ukraine peut continuer à se battre et gagner est celui que Volodymyr Zelensky a besoin que le monde entende en ce moment. L'opération Fureur épique détourne l'attention de la guerre en Ukraine, risquant de reléguer au second plan le soutien nécessaire à l'Ukraine. Cela ne doit pas être permis, et c'est en transformant les plans de la Russie en défaite mettant fin à la guerre que l'Ukraine peut rester sous les projecteurs. Le conflit avec l'Iran pourrait avantager l'Ukraine, car les États du Golfe, ciblés par les drones iraniens, cherchent à les contrer, une expertise que l'Ukraine possède. Mais l'avenir n'est pas pour tout de suite, et ce que l'Ukraine a besoin que le monde comprenne à propos du présent, c'est que les plans de la Russie sont en lambeaux. L'Ukraine a l'élan, et le soutien qui a permis à l'Ukraine d'arriver jusqu'ici doit être renforcé pour s'assurer que l'offensive russe du printemps et de l'été 2026 soit un échec aussi cuisant que celle de 2025. L'Ukraine a transformé le champ de bataille avec son offensive totale, et bien plus reste à venir. Le processus de dérussification des territoires occupés a commencé, et cela a d'énormes implications pour l'avenir de la guerre. Regardez notre vidéo pour approfondir l'offensive ukrainienne et en saisir la portée stratégique. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour toujours voir les dernières analyses de The Military Show. Et merci comme toujours de nous avoir regardés.